Nous trouvons donc un nombre de chicanes transversales égal à 27,40 que nous avons arrondi à 28. À présent, un souci surgit. En effet, si j'ai 28 chicanes transversales, la distance qui va séparer deux chicanes consécutives n'est plus égale à 127,40, 127,8 mm. Il faut donc en conséquence trouver la nouvelle distance qui séparera nos chicanes. C'est le travail qu'on se propose de faire dans cette diapositive. Donc nous avons arrondi notre nombre de chicanes à 28. Rappelons que le pas B, pas de chicane, doit se situer entre 0,3 et 1 et une fois le diamètre de la calandre. Bien, je rappelle également, c'est un petit détail, mais lorsque j'ai arrondi le nombre de chicanes à 28, ceci donc veut dire que c'est un nombre pair. Et je rappelle que nous avons dit lorsque le nombre de chicanes est pair, les tubulures d'entrée et de sortie disposées dans la calandre se trouvent pas sur une même génératrice de la calandre. Elles se trouvent dans deux génératrices totalement opposées par le diamètre, c'est-à-dire diamétralement opposées. Si l'on veut que les deux génératrices se retrouvent sur, si l'on veut que les deux tubulures côté calandre se situent sur une même génératrice, il faudrait trouver un nombre de chicanes, choisir un nombre de chicanes impair. Donc, ceci veut dire que dans ce qui va suivre, je vais supposer que je vais avoir affaire à une calandre pour laquelle les deux tubulures, entrée et sortie, ont été disposées sur deux génératrices diamétralement opposées. Bien, continuons et essayons de retrouver donc, par le calcul ce pas corrigé, le pas B corrigé. Je rappelle que le B est l'espacement entre deux chicanes consécutives et que nous arrivons à maintenir un espace constant entre ces chicanes par le biais d'entretoises. Donc, après, donc, je vais vous faire une capture d'écran de ma feuille de calcul. Nous devons donc tâtonner jusqu'à retrouver le pas de chicane adéquat qui me procure donc un nombre de chicanes pair entier, puisque j'ai choisi pair, donc je devrais dire juste entier. Et donc après tout calcul, donc je vais injecter dans cette formule, là, elle est là, donc NB28 plus 1, la longueur effective qui est toujours là, donc je change de feuille de calcul, la voici, donc j'applique ça, 28 chicanes plus 1 et, au dénominateur, et LF, L effective, c'est celle-ci. Après tout calcul, je trouve un pas de chicane corrigé qui est égal à 124,46 mm si je veux avoir 28 chicanes transversales dans mon échangeur. En conséquence, la plage sur laquelle doit évoluer, rappelez-vous, B, je l'ai dit, c'est entre 0,3 et le diamètre, et une fois le diamètre de la calandre, entre 0,3 et une fois le diamètre de la calandre. Pour trouver maintenant à quoi correspond ce 124, il suffit de rapporter B corrigé au diamètre de la calandre. Vous trouverez quelque chose, je vais corriger, donc ici c'est plus 0,3, ce n'est plus 0,3, donc ça sera plutôt à 0,2938. On est presque à 0,3, donc on ne va pas tellement chicaner et dire qu'on n'a pas respecté. Je rappelle que ce sont des plages de variation recommandées que nous avions trouvées, qu'on pouvait aller au-delà ou bien en dessous de cette valeur-là. Donc je retiens cette valeur de 28 chicanes transversales. Ces dernières, c'est-à-dire les chicanes, sont séparées par une distance égale à 124,46 mm et qu'en fait, pour être juste et précis, ce n'est plus B n'est plus égal à 0,3 fois DC, mais plutôt 0,2938 fois DC. Donc je récapitule. Voici les résultats auxquels j'ai abouti. Pardon.
Voici donc les résultats auxquels j'ai abouti. Une distance entre chicanes que voici. Le nombre de chicanes est désormais égal à 28 et je sais préalablement que les deux tubulures seront disposées diamétralement opposées. Bien, donc allons maintenant nous occuper de l'étape suivante, c'est-à-dire l'étape numéro 8. Et pour le calcul du coefficient global de transfert de chaleur, je dois passer au préalable par les coefficients partiels de transfert dans les films côté tube 1 et côté calandre 2. Donc je vais rappeler un tout petit peu, mais pas trop en détail, ce que l'on a fait. Je rappelle également que donc je suis en train de me concentrer uniquement sur H1 pour l'instant. Et donc par conséquent, je suis à l'intérieur du tube dans lequel circule de l'eau. Retenez bien que c'est de l'eau qui circule dans le tube, puisqu'il y avait un cas particulier justement pour l'eau. Donc je vous présente les relations que nous avons présentées lors des séances précédentes. Les plus importantes, les voici. Je rappelle aussi le classement qui a été effectué par Scopus et qui montrait que, contrairement à tout ce qu'on pouvait s'attendre, la relation la plus précise, celle de Gliniewski, n'est placée qu'en 5e position. C'est qui est largement utilisée, c'est celle de Seider et Tate, suivie de celle de Petukov, puis en 3e position Colburn. Je rappelle également que la relation de Colburn est très difficile d'accès. En effet, pour pouvoir calculer la viscosité dynamique, il faut se baser sur la viscosité à la paroi, faire une moyenne entre la viscosité à la paroi et celle sur une section droite, la température moyenne, la viscosité à la température moyenne d'une section droite, divisée par 2. Et que par conséquent, puisque la température de la paroi est inconnue, il nous était impossible de travailler, ou bien cela supposait plutôt une méthode itérative. Je vous rappelle un peu ce que j'avais fait à l'époque où je vous représente, parce qu'il y avait une erreur, c'est pour ça que je reviens dessus. Dans le cours, je me suis aperçu que j'ai, au lieu de mettre une moyenne arithmétique, j'ai mis un signe moins. Donc voici la relation de Colburn, qui n'est pas très simple à utiliser. Elle découle de l'analogie de Reynolds, que je présente ici. Donc j'avais présenté tout ceci. Ensuite, voilà l'erreur que j'avais commise. Je disais que la viscosité dynamique qui intervient dans le nombre de Reynolds au dénominateur, mais également dans le nombre de Prandtl au numérateur, elle se basait sur la température à la paroi, TW, wall, et que j'avais mis ici moins, un signe moins. En fait, j'ai corrigé. La température du film, c'est la température à la paroi, plus la température moyenne sur une section droite, divisée par 2. C'est une moyenne arithmétique de ceci. Donc notez bien qu'il y avait une erreur, ce n'est pas un signe moins, c'est un signe plus. Mais étant donné que TW n'est pas connu, il fallait supposer donc une valeur et procéder par itération, chose qu'on ne va pas faire puisque je ne vais pas travailler avec la relation de Colburn. Je rappelle également que la relation de Ditus, très intéressante, le coefficient, ce coefficient que vous voyez n'est pas celui de Ditus et Bolter, c'est un coefficient qui a été proposé plus tard par Macadam. Mais revenons. Donc je vais me baser plutôt sur les 4 relations, celle de Gliniewski, Petukov, Seider et Tate, et Ditus et Bolter, que voici. Donc voilà, je vais déterminer le coefficient H1 à partir de la connaissance de ces nombres de Nusselt. Cela suppose la connaissance des nombres de Reynolds, de Prandtl, mais également du coefficient de paire de charge linéaire. Pour ce rapport de viscosité, je vais considérer que la viscosité ne varie pas tellement et donc je peux négliger ce rapport de viscosité. Donc dans tout le problème que j'ai considéré, les variations de la viscosité entre la paroi et le milieu d'écoulement, je supposerai ça négligeable puisque mon fluide n'est pas tellement visqueux. Donc voilà, je continue. Je vais maintenant vous parler du cas particulier de l'eau. Je vous avais dit qu'à l'intérieur des tubes circulait l'eau qui nous provient d'une tour de refroidissement et que pour l'eau, il y avait quelques réserves émises par Kern, mais également par le Ludwig, qui me préférait à la relation de Seider et toutes les autres une relation que je vous avais présentée, qui se trouve sur le péri, mais également sur le Kern. Elle se trouve également sur le Kern, mais également sur le huitier, que je vous présente ici. Donc elle est ici chez le huitier, elle est donnée en calories, en kilocalories par mètre carré Kelvin, tandis qu'ici, elle est donnée dans le système SI, et celle du Kern est donnée dans les mêmes unités que celle
que celle-ci, non pardon, celle-ci c'est celle du péri, celle du péri. Celle-là, c'est celle du huitier. Et maintenant, je vous présente celle du synote, c'est-à-dire le Coulson et Richardson. La différence entre celle du péri et celle du Coulson et Richardson, c'est que le diamètre ici est en millimètres. Mais c'est exactement les mêmes, même si j'ai pu dire autre chose. Dans les séances précédentes, je pars de la séance 23, la séance 23 de cours. Bien, donc je vais utiliser ces relations-là également pour estimer mon coefficient de transfert thermique partiel dans le film, ce qu'on appelle le coefficient de convection, H1. Je continue. Donc voilà, je vais maintenant vous présenter la troisième méthode, bien, la troisième procédure qu'on pourrait établir pour pouvoir remonter au coefficient de transfert thermique. C'est par le biais du coefficient de Colburn. Rappelez-vous, il y avait ce fameux abac que je vous présente ici, où il nous montrait les trois régions, c'est-à-dire les régions de l'écoulement laminaire, de transition et turbulent, et que nous avions, donc il fallait juste se situer, connaître le nombre de Reynolds, remonter et savoir où est-ce qu'on était, dans quel régime, et pouvoir retrouver le facteur de Colburn. Le facteur de Colburn, ensuite, à partir de la connaissance du facteur de Colburn, remonter à H1 par le biais du nombre de Nusselt, comme ceci, donc c'est indiqué ici, donc j'ai juste repris ce que je vous avais fait. Voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant tout cela par le biais de la feuille de calcul que je vous présente ici, la voici. Voici tous les résultats. D'abord par le biais des corrélations, les 4 corrélations. Je vous le redis, je ne tiens pas compte de la corrélation de Colburn, puisqu'elle m'est très difficile d'accès. Je ne connais pas la température à la paroi, donc je ne connais pas la viscosité à la paroi. Bien, donc ça m'a donné ces résultats. Pour ce qui concerne le nombre de Nusselt, pour la relation, la première de Dietus en 1930, puis celle de Seidarité très très largement utilisée qui vient en tête, celle de Petikov et Glinensky. Et voici le coefficient H à partir du nombre de Nusselt. Rappelez-vous, Nusselt c'est H dimension caractéristique sur la conductivité thermique. Je peux trouver le coefficient H facilement. Vous noterez la différence qu'il y a entre les valeurs, en particulier celle donnée par Seidarité. Quelque chose ne va pas puisqu'elle est H n'est seulement que de 5900 approximativement watts par mètre carré Kelvin, alors que les autres se situent au niveau de 7500. Je vais maintenant aussi vous présenter les relations obtenues par le biais de la relation de Ferguson. Je ne l'ai pas dit, mais ceci nous provient de Ferguson, résultat établi en 1930. Donc je vais vous montrer par les relations donc, de Ferguson, que ce soit celle proposée par le Perry du Huitier ou celle du C-note, c'est-à-dire le Coulson et Richardson. Je retiens pour ma part celle du C-note. Je vous rappelle également que je l'avais signalé lors d'une séance de cours, c'est la 23e, je vous la montre ici, la voici. Je vous avais dit que aussi bien Kern que le Ludwig disaient qu'il fallait éviter de travailler avec la relation de Seidarité pour obtenir le coefficient de convection et qu'il fallait plutôt utiliser Ferguson. Le Synod a une réponse un peu plus nuancée. La voici. Il dit que les relations de Seidarité en écoulement laminaire et turbulent peuvent être également utilisées. Simplement, il y a une relation beaucoup plus précise qui donne le coefficient en fonction directement, et non pas des nombres adimensionnels, mais directement en fonction des valeurs. Donc c'est pour ça qu'elle est plus précise, c'est pour ça que j'ai travaillé. Et d'ailleurs, les résultats auxquels j'avais abouti, rappelez-vous, c'est 5900, les autres sont à 7000 particuliers, celle de Glinensky qui est la plus précise. Je rappelle encore, la relation de Glinensky est très très précise par rapport à toutes les autres. Et c'est pour ça que je me suis retourné plutôt vers le C-note, c'est-à-dire la relation donnée par Ferguson et reprise par le C-note, qui est la suivante. Je continue donc. Je vais vous montrer maintenant par la troisième méthode, c'est-à-dire à partir du facteur, du facteur de Colburn, en utilisant l'ABAC proposé, le voici, pour l'intérieur des tubes. Je vous rappelle que cette portion, son J, si je veux calculer le J analytiquement, c'est 0,023 Reynolds à la puissance moins 0,20, et que j'ai un Reynolds approximativement égal à, où est-ce qu'il est le Reynolds, le voici, 27 000, et que lorsque je monte, je peux calculer la valeur de J qui est là. Donc c'est la valeur graphique, la voici,
pardon, ici, la valeur graphique de J, la voici, 0,038. Sinon, si je veux utiliser la corrélation, je mets ici la valeur du nombre de Reynolds qui est là, et j'obtiens un facteur de Colburn égal à 0,030 au lieu de 38. Bien, je calcule ensuite les nombres de Nusselt à partir des deux valeurs, elles sont là. Je vous avais montré la procédure, à partir du J évidemment, et ensuite le H correspondant, il est là. Une fois que je trouve le Nusselt, ici c'est les Nusselt, hein. Une fois que je trouve le Nusselt, soit par la procédure graphique, c'est-à-dire comme j'ai fait ici approximativement à 27 000, ou bien par le calcul, c'est-à-dire à partir de la corrélation que vous voyez apparaître ici. Bien, je calcule donc le nombre de le H1, coefficient de convection. Bien, une fois que j'ai fait tout ceci, je rappelle également, oui, ici vous êtes en train de voir en fait L sur D1. L sur D1 la longueur sur le diamètre intérieur, là, parce qu'en dessous il est écrit grand D, de manière générale, grand D, le diamètre, ça dépend si vous êtes à l'intérieur ou à l'extérieur, donc sur D1. Donc je suis au-delà des 10 recommandés. Là aussi, donc je récapitule, H donné par le C-note, il est égal à 6638 et des poussières watts par mètre carré Kelvin. Watts par mètre carré Kelvin. Maintenant, je vais aller m'occuper du coefficient H2, c'est-à-dire celui qui règne à l'extérieur des tubes, le coefficient H2. Donc, je rappelle les résultats. En fait, ils découlent directement de la méthode de Kearns, celle qui met en évidence l'écoulement maximal au niveau de l'équateur de la calandre. Il définit également une vitesse massique et le diamètre équivalent DE. Donc, je rappelle la définition du diamètre équivalent, c'est 4 fois la surface offerte à l'écoulement sur le périmètre mouillé. Et pour son périmètre mouillé, rappelez-vous, il s'agissait du périmètre de transfert, comme ceci. Et on était arrivé aux expressions pour le diamètre équivalent, que ce soit pour les deux dispositions, en ligne ou bien en quinconce, en ligne à 45 et à 0 degré, et en quinconce à 30 ou à 60 degrés. Les voici toutes les deux. Voici les valeurs, les relations du diamètre équivalent, que ce soit pour une disposition en ligne ou bien une disposition en quinconce. Alors ensuite, je rappelle que la vitesse massique également, c'est le débit massique rapporté à la surface totale offerte côté calandre qui a été prise, rappelez-vous, au niveau de l'équateur. Et on était arrivé, après tout calcul, par le biais de la méthode de Kearns une fois encore, à ce résultat-là. Bien. Dans mon cas, je n'ai pas utilisé en fait la vitesse massique, puisque, en effet, dans les données, on m'a donné directement le débit massique. Donc, je n'ai pas à passer tout à fait par la vitesse massique. Reynolds sera directement égal à, je remplace G, W2DE sur AC fois mu2. Directement, je n'ai pas besoin réellement de cette vitesse massique, puisqu'on ne m'a pas donné de vitesse débitante. On m'a directement donné le débit massique, donc c'est tant mieux. Je vais, pour les besoins de cet exercice, directement retrouver cette relation, c'est-à-dire Reynolds, c'est W fois AC divisé, pardon, W fois DE divisé par AC fois mu2. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, bah, j'ai tout. Je vais juste peut-être rappeler la procédure établie par Kerr, que voici. Donc, il se situe au niveau de l'équateur, au niveau du centre de la calandre, au niveau du centre de la calandre. Il établit que le nombre de tubes présents sur cet équateur, il est égal au diamètre de la calandre divisé par le pas P, Donc, j'avais fait un exemple où j'ai considéré uniquement 3 tubes et qu'il fallait ensuite déterminer les surfaces des rectangles qu'il y avait ici. Il y avait en tout un rectangle, deux rectangles, trois rectangles, un demi-rectangle et un demi. Ça faisait 4 rectangles. Pour cet exemple, je vous fais notre projection comme ceci. Donc je suis là en face et je vois les 4 rectangles qui vont venir s'afficher sur la ligne centrale, c'est-à-dire sur l'équateur de la calandre. Et voici, donc ça c'est le diamètre extérieur,
Voici deux chicanes transversales avec leurs épaisseurs que je néglige, que Kern néglige, évidemment pas moi. B est la distance entre deux chicanes consécutives prises au centre. Et le pas P aussi, c'est la distance qui sépare deux centres de deux tubes adjacents. Puis il me restait en fait à vous montrer les A2. Et voici les 3 A2 ici, plus une moitié, plus une deuxième moitié, ça vous fait 4 A2 comme ceci. Et donc il suffisait de calculer la surface d'un rectangle, longueur fois largeur, et j'arrivais à ce résultat. Longueur fois largeur, B moins une moitié de E, donc B moins E, et la distance qui sépare cette largeur, c'est-à-dire le pas diminué d'une moitié, c'est-à-dire d'un rayon et un autre rayon, c'est-à-dire c'est le diamètre extérieur évidemment. Bien que ça c'est juste un rappel, je sais que vous l'avez en mémoire. Je vais donc maintenant ne se pas aller calculer V2, mais alors on me dit pourquoi calculer V2? En fait, je vais mettre en œuvre le test numéro 3. Il est relatif à la vitesse qui règne côté calandre. Comme la vitesse côté tube, elle doit obéir à des contraintes, c'est-à-dire qu'elle doit se situer entre 0,3 et 1 mètre par seconde. Vérifions est-ce que nous avons ce critère qui est respecté. Donc, je dois me situer ici, entre 0,3 et 1 mètre par seconde. Après tout calcul, je fais donc mes calculs. Je trouve qu'effectivement, avec mes données, je suis à une vitesse égale à 0,66 mètres par seconde. Donc, le test numéro 3 est vérifié. Je peux à présent continuer et aller déterminer le coefficient H2. Le coefficient H2. Alors, pour déterminer le coefficient H2, je vais me baser directement sur la bague fournie par le CNOT, par le Coulson et Richardson. Le voici. Donc voici mes données dont je vais me servir. Vous les avez ici. La conductivité thermique du fluide qui circule côté calandre, c'est-à-dire le benzène. La géométrie des tubes et de la calandre. L'espacement entre deux chicanes consécutives. Ça, c'est le pas rapporté au diamètre extérieur. Le pas. La surface totale offerte au benzène s'écoulant côté calandre, le diamètre équivalent, le nombre de Reynolds, toujours en régime turbulent, le nombre de Brandt. Et nous avons, donc pour ça, il faut attendre. Donc je vais venir ici pour un espacement égal à 25%, c'est-à-dire une chicane offrant une fenêtre de 25%. J'ai mon nombre de Reynolds qui est à peu près égal à 19 000. Je suis à 10 puissance 4, 10 000, 20 000, presque ici. Pardon, 10 000, 20 000. Je suis à 19 000, pas 29 000. Ici, je remonte, je trouve 4,3. Ensuite, donc une fois que j'ai 4,3, je peux déterminer mon nombre Nusselt, c'est 4,3. 10 puissance moins 3, évidemment. Fois Reynolds 2 fois Prandtl 2 à la puissance moins 1 tiers. Et j'extrais le H2. Le H2. Je trouve un H2 égal à 1392,71 watts par mètre carré Kelvin. Graphiquement, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, non, graphiquement, j'obtiens ça. Maintenant, ça, c'est en utilisant la corrélation, en utilisant directement la corrélation. Une fois que j'ai fait ça, je peux à présent calculer, arriver à ma fin, c'est-à-dire calculer le coefficient global de transfert de chaleur. Cependant, il me faut avoir les facteurs d'encrassement côté tube et côté calandre. Quand je dis côté tube, côté fluide circulant dans les tubes et côté calandre, c'est-à-dire le fluide qui circule côté calandre. Alors j'y vais. Il me faut aussi connaître la conductivité thermique du matériau que j'ai choisi, à savoir l'acier au carbone. Donc je vais sur les tables. L'acier entre 0 et 100 reste toujours égal à 45 watts par mètre degré Celsius ou bien Kelvin. Donc j'adopterai cette valeur. Et dans beaucoup d'exemples ou d'exercices, on pourra vous dire vous pouvez négliger la conductivité, la résistance de conductivité thermique du matériau puisqu'elle est négligeable par rapport aux résistances de convection. Les facteurs d'encrassement, on en a déjà parlé, je vous les représente ici. Vous les voyez ici.
Et après tout calcul, je vais maintenant calculer ma valeur de U0, calculer, que je vais devoir comparer dans le test suivant, le test numéro 4. Dans mon calculeur U0, on fait le calcul, on trouve 701,85. On trouve 701,85. Et maintenant, je dois établir au niveau de l'étape numéro 9, le test numéro 4, où c'est le test déterminant, où vous voyez si votre hypothèse de départ, à savoir le U0 supposé initialement, qui était égal à 500, et que j'avais dit que j'avais pris ce choix délibéré qui n'était pas judicieux pour qu'on tombe sur justement ceci. Est-ce que delta U sur U, il est inférieur ou égal à 30%? Si c'est bon, je vais aller au calcul des paires de charges, c'est-à-dire le volet hydrodynamique. Sinon, je dois reprendre tout à partir de l'étape numéro 3, c'est-à-dire remplacer le U0 initial estimé par le nouveau U0 calculé. Alors, il se trouve évidemment que je me suis placé délibérément dans ce cas, c'est-à-dire nous dépassons largement les 30%. Manifestement, le choix initial, c'est-à-dire quand nous avions choisi la valeur de U0 égale à 500 watts par mètre carré Kelvin, ce choix était désastreux puisqu'il nous a conduit vers, pas une aberration, mais pas vers une constatation qui dit que le choix initial n'est pas bon, il faut reprendre tout. En fait, je vous rappelle, Kern, si j'avais choisi la valeur préconisée par le Kern, la valeur moyenne évidemment, je n'aurais pas eu ce souci, puisque la valeur moyenne était, je pense, de 639, quelque chose comme ça, watts par mètre carré Kelvin. Et donc, je vais justement reprendre tous les calculs. Et comme j'ai une feuille Excel, ça ne va pas me poser beaucoup de problèmes. Il faut juste que je sois averti et que je ne sois pas distrait pour ne pas me tromper. Donc je vais de ce pas aller reprendre les différentes étapes à partir de l'étape numéro 3 en mettant comme hypothèse de départ U0 calculé égal à 701,85, comme ceci. Et je continue maintenant.